C'est bien. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues. Très sympathique, bien entendu. Et puis, il faut être passionné pour un jour du mois d'août, monter jusqu'ici pour écouter une conférence sur la Révolution. Bon. Voilà. Et puis, il y a des personnes que je connais, elles sont venues l'année dernière, donc là, déjà ici. Il y a des personnes que j'ai vues hier à une conférence à un autre endroit qui reviennent. On ne peut pas plus passer les conférences maintenant. Il y en a encore une mardi, il faut revenir à celle de mardi. Voilà. En tout cas, bienvenue à tous. Donc, bon, comme Émilie vous l'a expliqué, alors normalement la conférence se coupe en deux. C'est prévu pour 1h30, 1h15, mais au bout d'une heure on coupe. Il y a une pause café, crêpes, regardez un petit peu les livres que j'ai amenés. Et puis échange de contacts, et puis après on reprend la conférence, et à la fin il y a un quart d'heure pour discuter hein, de ce que j'aurais dit dans l'exposé. Hein. Voilà, donc on va... alors c'est Émilie qui a demandé ce sujet, hein, d'évoquer la Révolution française. Alors bien sûr ça surprend le public, parce que quand on dit la Révolution française, on se souvient de ce qu'on a appris à l'école, et puis on se dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'ésotérique là-dedans? Ou de mystérieux, il n'y a plus aucun mystère sur la Révolution. Bien sûr, vu le nombre, vous trouvez des centaines et des centaines et des centaines de livres qui ont été écrits sur le sujet. Hein. Tous les historiens ont écrit sur les causes de la Révolution, la mort du roi, les guerres, etc. Robespierre, des livres entiers, rien que sur un personnage. Hein, Louis XVI, Marie-Antoinette, Danton, Robespierre, Saint-Just, tout y passe. Hein, vous pouvez lire un livre par personnage. Bon, alors forcément vous allez dire que tout est connu, puis à l'école. Alors à l'école, je vous montrerai un manuel scolaire tout à l'heure, on tartine sur la Révolution. Bon, vous avez 30 pages, 40 pages sur la Révolution. Hein. Si on rajoute l'Empire, bon, ça fait un quart d'un livre scolaire. Hein. Alors les partis secrets n'existent pas. Hein. Bon, je vous prends une partie secrète, le rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution, il n'y a pas un mot. Alors, vous allez dire comment on peut savoir qu'il y a des aspects mystérieux dans la Révolution? Eh bien, par le plus grand des hasards, parce qu'il y a très peu d'historiens qui ont dit « Tiens, je vais étudier les mystères de la Révolution ». En général, vous trouvez ce genre d'informations dans des livres sur la franc-maçonnerie. Parce que quand vous avez les formations de l'époque, vous dites « Tiens, c'est des noms archi connus dans la Révolution ». Par Lafayette, par exemple. Avant Condorcet, bon, donc même Guillotin, le fameux monsieur Guillotin qui a inventé la guillotine, est franc-maçon. Bon, alors vous dites, bah tiens, il y a un rapport entre les deux, visiblement, vous cherchez un petit peu. Là, vous pouvez trouver quelques renseignements, mais attention, dans un livre sur la franc-maçonnerie écrit par les francs-maçons, ils ne sont pas déclenchés la Révolution, ils ne sont pas là. Alors, vous allez dire, moi, comment je le sais, parce que je ne suis pas franc-maçon, j'avoue. Hein. En tombant un jour sur un livre sur la guerre de Vendée. Donc pendant la Révolution, vous verrez qu'il y a eu une terrible guerre qui s'est passée en Vendée, une abomination inimaginable. Et je me suis dit, alors, parce que j'ai appris de défier l'entendement pour l'année 1793, et puis ensuite je me suis dit, mais pourquoi à l'école on n'en entend pas parler, à l'université, sur les cours sur la Révolution, qui durent des mois, pas de Vendée. Je me suis dit, il y a un truc, quand même. Et je me suis aperçu que c'était interdit d'étudier le sujet à l'université d'État pendant un siècle. Un siècle, après l'événement. En gros, 1793, 1794. Alors, je me suis dit, pourquoi? Et c'est en cherchant ça que j'ai trouvé qu'il s'était passé des choses totalement passées sous silence pendant la Révolution et volontairement oubliées dans le manuel scolaire. Bon. Alors voilà un petit peu ce qui m'a amené à connaître un petit peu, je connais pas tout peut-être sur ce sujet. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est vous montrer qu'il y a un arrière-plan ésotérique à la Révolution,
que, bien sûr, il faut parler un petit peu du contexte de l'époque. Qu'est-ce que c'est que le XVIIIe siècle, la fameuse philosophie des Lumières? Les philosophes, vous connaissez tous, hein, les livres d'histoire, vous dites le mouvement philosophique, Montesquieu, Voltaire, ils ont travaillé un peu les esprits, Rousseau, etc. Et voir l'état de l'Église, parce que c'est dit, mais alors, l'Église au XVIIIe siècle, elle était dans quelle situation? Parce que c'est surtout elle qui va faire les frais de la Révolution. Bon, le roi aussi, hein, parce qu'il a été guillotiné, mais bon, etc. Et ensuite, donc, on va faire 3 points particuliers. Le procès du roi et son exécution, la décapitation du roi. Et puis, la déchristianisation, parce que l'attaque contre l'Église s'est résumée à vouloir déchristianiser le pays. Totalement. Hein. Ça a échoué. Parce que Robespierre a été décapité avec les mêmes, sinon, on n'avait plus de religion chrétienne aujourd'hui. Et puis, la fameuse guerre de Vendée. Et à la fin, je ne veux pas la raconter in extenso, on va semblable, mais son sens est particulière, qui sera sûrement l'objet du débat. Alors voilà, donc, quand vous entendez à l'école ou même à l'âge adulte, ce sujet vous passionne, ou si vous regardez un film, forcément, la Révolution, c'est un événement sensationnel. Hein? Bon, en histoire, bien entendu, sur les siècles et les siècles, la Révolution française, qui a quand même duré 10 ans, hein, de 1789 au coup d'État de Bonaparte, c'est la Révolution française. Donc déjà, c'est très long. Le nombre d'événements qui s'est passé, la prise de la Bastille, la prise des Tuileries, la bataille de Valmy, voilà, les exécutions, la terreur, à tout ce qui sont suivis. Mais bon, la liste des événements donne le vertige, quoi. Des dizaines et des dizaines et des dizaines. Hein. Vous voyez? Donc c'est très important. Alors, justement, dans les manuels scolaires et dans les livres de l'histoire officielle, c'est présenté comme quelque chose d'extraordinaire. C'est une gloire immense. Il y avait un abominable ancien régime, un affreux clergé, qui faisait plein d'abus. Et puis, il y a eu la Révolution, on a fait un nouveau régime, c'est d'ailleurs les révolutionnaires qui ont inventé ce fameux terme l'ancien régime, c'est-à-dire le régime d'avant, hein, mais ils ont englobé tous les régimes d'avant. Hein. Le Moyen-Âge était tout aussi mauvais que la période de Louis XIV à Louis XVI. Hein. En gros, tout ce qui est avant, hein, comme vous savez la formule, faisons table rase du passé, un révolutionnaire, tout ce qui est avant eux, c'est mauvais. Ils viennent rénover le monde. Bon, on a ça. Et donc, dans les manuels scolaires, on a un petit peu cette vision-là des choses. En gros, tout était mauvais avant, on fait la Révolution, puis alors maintenant, quelle merveille, la Révolution et ses suites. Bon, là, bien sûr, si on juge la situation d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on vit l'acquis de 2 siècles de principes de la Révolution française, on est un petit peu embêté de voir la merveille inouïe des temps actuels qui en sont les conséquences. Ah oui, ça pose des questions quand vous allez voir les principes et les idéaux émis, ce que c'est devenu le 19e siècle aujourd'hui. Je vous dis un mot comme ça au hasard, les droits de l'homme. Où en sont les droits de l'homme aujourd'hui? Je ne parle pas spécialement en France, mais dans le monde. Bon, on sent bien que la Déclaration universelle des droits de l'homme ne concerne que 4 ou 5 pays, encore démocratiques. Alors, voilà, on en est là. Donc, en gros, on vend énormément cette Révolution française. Les personnes diront c'est logique, on est dans une république, elle dure déjà depuis longtemps, pourquoi on ne vendrait pas cet événement fondateur? Bon, sauf que c'est en gros du tout noir ou du tout blanc. C'est-à-dire tout est mauvais avant, tout est positif depuis. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe quand vous allez voir certains événements. Alors, pour le contexte historique, bien sûr, ça se passe à la fin du XVIIIe siècle. Est-ce que le XVIIIe siècle était un siècle mauvais ou bon? Ben, il n'était pas si mauvais que ça, finalement. Hein, parce qu'il y a eu un progrès économique, il y a eu beaucoup de commerce. Bon, la période Louis XV, Louis XVI, c'est pas vraiment une période historique catastrophique. Par rapport au XIVe siècle, la peste, la guerre de 100 ans, à tout ce qui s'ensuit. Bon. Alors, le siècle de Louis XIV, bon, très brillant pour le roi, Louis XIV lui-même, alors la pauvreté, la misère, des guerres tout le temps, etc. C'est du XVIIe siècle pour ces faits. Alors, XVIIIe siècle, ça allait un peu mieux. Mais à la veille de la Révolution, tout allait mal. Il y a eu des mauvaises récoltes, il y a eu un terrible hiver, il y a eu ceci, l'économie commençait à déraper, il y a eu des mauvaises récoltes. Alors bon, il y a eu quelques années où tout semblait être tombé dans un engrenage qui devenait un petit peu mauvais, surtout pour le pouvoir royal. Mais le reste du siècle, bon, moyen, hein.
Alors forcément, les spécialistes des nombres vont dire oui, mais c'est un siècle 18e siècle. Et bien sûr, 18 n'est pas un bon nombre. Comme d'ailleurs le nombre 16 de Louis XVI. Bah, 18, c'est 6 plus 6 plus 6, donc il y a un 666 quelque part. Et les années 18 sont toujours très très spéciales en histoire. Bon, 1917, l'année la plus noire de la guerre mondiale. Bon, 1944. Bon, la libération de la France, d'accord, mais pas une guerre mondiale, c'est une année 18. Quand on additionne les chiffres entiers, hein, les 4 chiffres, bon, 1 plus 9 plus 4 plus 4, en 1944, vous avez 18. Donc c'est des années déjà fatidiques dans la symbolique des nombres. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien encore y avoir de symbolique à l'époque, hein? Eh bien, c'est qu'il y a des personnes qui ont senti le vent venir, le vent révolutionnaire venir. Bon, alors, bien sûr, le pouvoir officiel va dire que c'est la superstition, mais en ésotérisme, on croit toujours que tout se répercute sur tout. C'est-à-dire le plan physique, psychique, spirituel, culturel, transcendant, économique, ça fonctionne ensemble. Quand ça va mal sur un plan, ça se répercute sur les autres plans. Bon, en gros, si le ciel est détraqué, la vie au niveau de la Terre est détraquée. S'il y a un détraquage au niveau de la Terre, il y a un détraquage du climat, il y a un détraquage des mentalités, et tout irait ensemble. Hein. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qui va marquer, qui va y avoir une grande catastrophe? Eh bien, c'est le tremblement de terre de Lisbonne. Alors vous allez dire, qu'est-ce que le tremblement de terre de Lisbonne veut faire là-dedans? Il y a eu en 1755 l'un des plus grands tremblements de terre qui ait jamais eu lieu. Je ne sais pas combien de nombre sur l'échelle de Richter, mais bon, tout Lisbonne complètement rasé, tous les environs rasés. La secousse s'est ressentie jusque dans la vallée du Rhin et jusqu'en Suisse. Au point où là, on s'est dit, tiens, il y a un tremblement, mais il était à Lisbonne. Portugal, bien sûr, comme vous savez. Donc c'était une secousse européenne. Et les esprits dits superstitieux, entre guillemets, sont dit, c'est sur le plan géologique, mais ça annonce une catastrophe générale. Bon, quelques dizaines d'années après, on l'a. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de voir un rapport évident entre ces deux choses-là, hein, bien entendu. Alors, il y a autre chose plus curieuse, on n'est pas dans la symbolique de nombre, on est dans la symbolique astrale. Alors, quand on est dans l'astrologie, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, pour les autres qui ne connaissent pas, je vais leur dire, les deux planètes qui cassent tout, qui sont destructrices, qui sont révolutionnaires, c'est Uranus et Pluton. Alors vous allez dire, est-ce qu'à cette époque-là, Uranus et Pluton étaient à un endroit particulier du ciel? Eh bien, oui. Alors, vous voyez là c'est le thème de Louis XVI. Vous avez un thème avec un ascendant, un signe solaire, des planètes. Bon, Louis XVI est Lion, du signe du Lion. Il a bien le droit d'être du signe du Lion. Hein. Voilà, son soleil est ici. Hein. Et donc à l'époque, Pluton était en Sagittaire au moment de sa naissance, parce que là c'est sa date de naissance. Mais alors, pendant la Révolution, ces deux planètes étaient aussi placées dans des signes particuliers. Hein, c'est-à-dire que Pluton était en Verseau et Uranus était en Lion. Vous allez dire quel rapport ça a à avoir? Eh bien, le signe du Lion, c'est le signe royal par définition. C'est-à-dire que le roi, c'est le lion, et le signe du lion, c'est le signe, disons, roi du ciel. C'est le mois d'août, on est au mois d'août, c'est le lion, alors bien sûr on va du bélier, etc. Alors le lion, le cœur de l'été, c'est le signe royal. Et que le roi soit du lion, ça va. Et curieusement, lui, il était né sous le signe du lion lui-même. Un roi de France n'est pas obligé d'être né au mois d'août du signe du lion, si le pouvoir royal est symbolisé par le lion. Mais là, on avait une petite coïncidence. Mais Uranus en lion, c'est je casse le lion, puisque c'est une planète de destruction. Donc, quel hasard vous aviez d'avoir Uranus dans ce signe au moment de la Révolution. Et l'autre planète destructrice, c'est Pluton, et elle est dans le signe du Verseau. Et le signe du Verseau, c'est quoi? C'est le signe de la Révolution. Alors vous dites, j'ai les deux planètes qui cassent tout, ils sont dans deux signes très symboliques.
c'est-à-dire en fait Lion et Verseau, et qui sont en vis-à-vis. Donc ça fait un axe d'opposition entre les deux planètes en question. Alors, cette fameuse planète Uranus, elle était comme par hasard, était découverte en 1781. Donc on s'est découverte, forcément Uranus qui tourne dans le ciel depuis des millions d'années, existe depuis toujours, les Égyptiens l'avaient mis dans les tables, les Babyloniens aussi, mais depuis la fin des Grecs, on avait totalement perdu les planètes au-delà de Saturne, parce que jusqu'à Saturne on voit les planètes à l'œil nu, au-delà on ne les voit pas à l'œil nu, il a fallu attendre certaines lunettes astronomiques au XVIe siècle, Galilée, XVIIe siècle, etc. Pour voir, et soudain, en 1781, il y a un astronome qui voit qu'il y a une planète au-delà de Saturne et qui est Uranus. Et dans les mythologies, Uranus, c'est un cas particulier. Hein. Bon, c'est une planète justement qui est fracassante, quelque part. Et on s'est dit, tiens, on la redécouvre justement à la veille de la Révolution. En gros, au moment de la Révolution américaine. Parce que 1776-1783, vous êtes dans la Révolution américaine, qui ne jure que par le Verseau et Uranus. Et puis nous, les années d'après, on suit. Alors, même si on va mécontenter les scientifiques et les historiens officiels, on peut se dire qu'il y a quand même beaucoup de coïncidences. Hein. Ça fait quand même beaucoup pour une seule période, le tout additionné. Parce que vous allez dire, on croit plus ou moins à l'astrologie, au nombre, symbolique du siècle, etc. Mais bon, comme vous savez, hein, une coïncidence, c'est le hasard. 2, peut-être un peu moins que le hasard. 3, c'est une preuve. Là, si vous en avez 50. Donc on a annoncé un peu l'événement. Par ces choses-là, ceux qui s'y connaissaient un petit peu, qui savaient qu'Uranus et Pluton allaient détruire quelque chose. Hein. Vous allez voir dans La mort du roi, vous retrouvez ces 2 planètes placées où il ne faut pas pour lui. En plus. Hein. Donc ça se tient. Hein. Alors là, je vous ai fait un thème comme ça, mais on peut prendre tous les personnages de la Révolution. Hein. Vers après Robespierre, c'est pareil, il est ascendant Verseau. Alors pour un révolutionnaire comme il est ascendant Verseau, il est du signe de la Révolution. Normal. Bon. Et Marie-Antoinette qui ne le supportait pas, et elle, du Scorpion, c'est un signe en carré en astrologie, c'est un signe Verseau. Donc elle s'est opposée à la Révolution, par l'astrologie. Alors on ne va pas expliquer toute la Révolution par l'astrologie, mais on peut. Hein. La prise des Tuileries, c'était le jour, Bastille de Valmy, c'était le jour, avènement de la Première République, c'était le jour, coup d'État de Bonaparte, c'était le jour, tout correspond à l'astrologie. Vous voyez jusqu'où on allait. Et vous allez dire, mais les fameux prophètes, là, ont-ils prédit la Révolution? Parce que vu l'ampleur de l'événement, vu ce qui va se passer, la mort du roi, la fin de la monarchie, l'Europe en guerre, etc., ça a dû se voir. Et bien ça s'est vu. Dans un manuscrit du XIVe siècle, il y a un moine qui fait le commentaire de l'Apocalypse, et à un moment il dit qu'à cause de Saturne, il y aurait une révolution en France en 1789. On peut dire à l'époque, je me préparais l'événement parce qu'il est prévu pour 1789, et en plus, on n'y croirait pas. On dirait la radote. On n'a la preuve écrite. Et puis le fameux Nostradamus. Eh bien, il en a parlé, puisque vous avez un quatrain sur la reine, la fille du roi à la reine, vous avez un quatrain sur la mort du roi, la mort de la reine, etc. Je pourrais vous le lire. Hein, là, pendant le débat, vous voulez voir un peu, ça correspond. Et lui, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a donné la date de la République pendant la Terreur en 1792. En toute lettre, hein. Pas un quatrain obscur, il écrit l'an 1792, l'on cuidra, ça veut dire on croira, être une rénovation de siècle, et qui sera le commencement de la plus grande persécution de l'Église chrétienne qui n'a jamais été faite. La prophétie du XVIe siècle. Et là, on vous dit bien, en 1792. Donc, je dirais, les experts devaient le savoir. Ceux qui tournent les pages de Nostradamus tous les jours pour savoir ce qui va se passer, même aujourd'hui. Bon, alors, sauf que vous savez comment fonctionne Nostradamus. Hein. On va pas, enfin, ces textes, on va pas s'éterniser là-dessus, parce qu'on comprend ce qu'il a voulu dire après coup. Parce que comme c'est écrit en langage symbolique,
avec des positions astrales, etc. Bah, sur le coup, ça dit rien. Et puis après, comme on voit un nom, dans le 4.1 où on voit citer le roi déguisé en moine s'enfuir à Varennes, je dis tiens, il y a le mot Varennes. Forcément, au XVIe siècle, ça ne dit rien. En 1791, ça dit quelque chose. Donc en fait, on comprend le 4.1 après coup. C'est ce que vous allez dire, ça ne sert à rien, Diane Nostradamus, mais les experts, ceux qui ont le code de déchiffrement, le savent. Ah oui, sinon ça ne servirait à rien, il aurait perdu son temps. Donc vous voyez le contexte. Le contexte, déjà, indépendamment de ce que pouvait faire le roi, des révolutionnaires qui n'existaient même pas encore, c'était déjà le tumulte total. Ça chauffe, déjà, comme on dirait aujourd'hui.